Bonjour à tout le monde, en tout cas bienvenue encore une fois sur votre chaîne préférée, Diaspora View. Aujourd'hui on a un invité très, je peux dire très grand, et c'est un grand homme qui nous vient de l'Afrique centrale, plus précisément de la République africaine. C'est un sportif également, et aujourd'hui on a un débat un peu houleux parce que c'est au sujet du basketball. Donc sans plus tarder, nous allons dire bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Eugène Pewa. Bonjour Edson Kosi, On est content de vous voir au studio aujourd'hui. c'est mon plaisir d'être là sur votre plateau. Bon, ça fait longtemps, on a des invitations pour vous inviter, mais aujourd'hui, vous avez eu le temps de venir nous parler un tout petit peu sur le basket. Et nous sommes contents de vous voir au studio aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je pourrai parler de notre basket. En tout cas, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons demander à notre invité du jour de se présenter au grand public qui vous regarde. Oui, je m'appelle Eugène Pewa Pelema. Beaucoup de gens me connaissent en tant que joueur champion d'Afrique pour la République centrafricaine de l'Afrobasket 1987 en Tunisie et représentant le Centrafrique et l'Afrique d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Mais plus que cela, je suis aussi un entraîneur. J'ai une expérience de 37 ans de coaching puisque j'ai commencé le coaching en France avec l'équipe de Bois où j'entraînais les U14 et les U16. Wow. Et je suis rentré en Centrafrique en 82 où j'ai dirigé le programme de basketball de Benjamin jusqu'à Junior du club e-Trésor Sporting Club, le premier club de Centrafrique, le plus titré, aussi bien en Afrique que sur le plan national. Et dans ce cadre-là, j'ai eu à former des joueurs comme Maurice Beina qui, à l'âge de 17-18 ans, a joué une finale Euroleague et champion avec le Pau Orthez. Mais j'ai formé des gens comme Guy Saragba, Eric Kimoto, Fred Bengue, Teddy Sokambi, Patin Gongba, Jean de Dieu Major, en tout cas des éléments qui ont tous joué en équipe nationale et qui ont représenté la République centrafricaine. Mais au-delà de cela, j'ai été aussi entraîneur national en 1995. J'ai dirigé l'équipe nationale de Centrafrique avec des conditions très difficiles. Nous avons pu préparer cette nouvelle génération avec les Romain Sato, les Christian Siris, Ludovic Mundi, Kosekwa, de nombreux joueurs, Jean-Michel Kouzou. Et malheureusement, nous n'avions pas pu aller à Alger faute de moyens financiers à cette époque-là. Et nous avons joué en remplacement un tournoi en Afrique centrale à Libreville que nous avons gagné haut la main. Mais après ça, je suis revenu aux États-Unis et j'ai quand même été membre de... Disons que j'ai participé à 7 championnats d'Afrique en tant que joueur, 83, 85, même si cela je ne l'ai pas joué, 87, 89, 91. Donc en fait 5 des Jeux africains, médaille d'argent au Caire. Et dans le cadre du coaching, j'ai participé à plusieurs championnats d'Afrique, dont celui de 2003, 2005, 2007, 2009, où j'étais à la fois DTN et à un moment donné, j'ai eu à entraîner cette équipe qui a joué à Tripoli. Donc je ne suis pas nouveau. Et j'ajouterai à cela aussi tous ces jeunes centrafricains que j'ai pu faire venir aux États-Unis et qui ont pu faire des études et jouer pour la plupart dans des universités de division 1. Il y en a à peu près une trentaine, filles comme garçons. Et donc je ne suis pas un nouveau, donc je peux dire que je suis un spécialiste du basketball. En tout cas, vraiment, on vous a parlé, vous avez un CV assez lourd. Et comme j'ai dit à notre téléspectateur, nous allons parler du basketball, et plus précisément du tournoi de qualification par rapport à la Coupe du Monde qui arrive très bientôt. En tant que spécialiste, en tant que coach, en tant qu'ancien joueur de la République centrafricaine, on a vu que la République centrafricaine a participé à différents tournois, comme on avait dit, Coupe d'Afrique, la qualification pour la Coupe du Monde, mais plus précisément ce qui se passe pour le moment pour la Coupe du Monde 2019 qui va arriver au Japon. Parlez-nous un peu de la République centrafricaine par rapport au premier tournoi, au premier tour qui s'est arrivé, qu'ils ont joué récemment. Oui, on va faire une petite rétrospective parce que là, on va jouer dans une semaine le deuxième tour aller à Lagos, mais je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé avant. Il y a eu d'abord au premier tour aller et retour, il y a eu un tournoi au Mozambique. Et dans notre poule, il y avait obligatoirement le Mozambique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal que nous avions rencontrés. Et à l'aller, nous avons perdu 2 matchs.
Oh, 2 matchs. Au premier tour aller, on a perdu 2 matchs et on a gagné un. Et l'une des raisons principales, à mon avis, c'est que notre équipe n'était pas assez équilibrée parce qu'on avait bien sûr une équipe de 12 joueurs, mais il y avait réellement 5 joueurs à 6 joueurs qui se sont partagés les 200 minutes de jeu, parce que quand vous avez 5 joueurs sur le terrain, si vous faites demi-temps, 20 et 20, ça fait 40, fois 5, ça fait 200 minutes. Et nous avons joué avec ces mêmes joueurs-là pendant presque tout le match. C'était les mêmes qui jouaient. 30 et quelques minutes. Sans couper la parole, vous avez dit qu'on avait de 12 joueurs, mais c'est plus 5 ou 6 qui jouaient plus de minutes. Tout à fait. Et ça, le problème, c'est parce que de nombreux joueurs n'avaient pas, disons, l'expérience de ce genre de compétition. Et donc, on s'est appuyé sur 6 joueurs. Et quand on voit le basketball, ça répond au principe de la main. Vous voyez les 5 doigts. Et quand vous voyez les 5 doigts, vous avez le pouce, le petit doigt, et vous avez ce doigt, celui-là et celui-là. Le pouce, ça représente un peu la position 1 qu'est le meneur de jeu, le point guard. Le petit doigt, ça représente un peu ce qu'un arrière, le deuxième arrière ou le shooting guard en anglais. Puis vous avez l'ailier ou encore small forward, l'ailier fort ou alors qu'on appelle power forward et le centre qui est le pivot. Et si vous voyez, le principe, c'est un peu comme le principe du shooter. Les 2 doigts extérieurs sont ceux qui dirigent le ballon. Et les 3 doigts intérieurs sont ceux qui donnent la rotation au ballon. Et le basketball est pareil. Vous avez 5 joueurs sur le terrain et vous avez 2 arrières et 3 joueurs qui accompagnent ces arrières. Or, quand on voit actuellement l'équipe centrafricaine, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour, nous avons le même problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'arrières pour diriger le match. Et donc, par exemple, on s'est appuyé simplement sur Destin Damachoua qui était le seul meneur. Et en fait, Destin Damachoua est plus un deuxième arrière, mais il joue aussi meneur. Et il y avait quand même Yannick Zaché. Au premier tour, il y avait quand même Yannick Zaché. Et donc, ils étaient 2 à gérer le truc. Et vous savez, le basket, quand vous êtes 6, le basket centrafricain est basé sur la rapidité, est basé sur la défense tout terrain de façon intense. Et donc, c'est un jeu qui demande beaucoup d'efforts. Et d'une certaine manière, ça a affecté... on peut dire, le rendement offensif de la République centrafricaine, parce que lors de ce match qu'on perd contre le Sénégal, par exemple, nous avons raté à peu près 15 à 17 lancers francs. Et nous avons perdu de 5 points. Ça veut dire que c'est des shoots normalement qu'on doit marquer. Même si on avait marqué 7 lancers francs en plus, 8 lancers francs en plus, on battait le Sénégal. Puis on a perdu contre le Mozambique, ce qui est totalement inadmissible, mais on a perdu contre le Mozambique. Et pour les mêmes raisons, à la fin, c'est-à-dire qu'on joue bien les 3 premiers cartons, on mène, et au 4e carton, parce que physiquement nos joueurs ne peuvent pas tenir le coup, on flanche. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas assez de joueurs pour faire les remplacements. Il n'y a pas d'autres arrières pour remplacer les arrières principaux. Mais en tant qu'ancien joueur, en tant qu'ancien coach également, en voyant cela, est-ce que le coach peut être en mesure de déterminer les joueurs qui sont fatigués pour changer un peu, pour les faire reposer afin qu'ils puissent revenir sur le terrain? Non, je pense qu'ils peuvent les déterminer, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les joueurs pour les remplacer et qu'ils vont produire la même qualité de jeu. En fait, l'équipe n'a pas été faite de telle manière qu'elle puisse jouer à un rendement élevé pendant tout le match. C'est-à-dire que les gens ont oublié qu'il fallait faire des changements. C'est-à-dire qu'on aurait eu besoin de joueurs pour faire des changements. Et quand ils voulaient faire les changements, les joueurs qui rentraient ne pouvaient pas tenir parce qu'un problème d'expérience. Et donc, le Mozambique, on a perdu de cette façon les lancers francs et ainsi de suite. Et on a finalement battu à l'arraché la Côte d'Ivoire. Et je tiens à dire que le Mozambique et la Côte d'Ivoire sont 2 pays qui ne battaient jamais la République centrafricaine. Depuis qu'on joue au basket, là, on bat toujours ces 2 pays. Le Sénégal nous a battus, mais là, les 2 autres n'ont pas pu le faire. Et au Sénégal, au 2e tour, nous avons une fois de plus plié les chines devant l'équipe du Sénégal, même si la direction technique dirigée par Maurice Beina a fait des ajustements. Et je crois qu'il y a des joueurs tels Evans Kanapamo, qui a été une très grande surprise pendant ce championnat d'Afrique, qui a su rapidement s'adapter au basketball de ce genre de compétition. Il a ramené un ancien Maxime Zianveni, qui connaît la compétition, donc il n'y avait pas de problème. Et même si je n'étais pas d'accord avec ce choix-là, il a fait venir un joueur américain qu'on a naturalisé, qui s'appelle DeAndre Jefferson, qui a joué un rôle important, parce qu'il a, à l'intérieur, quand même, été d'un apport très important. Et contre le Sénégal, on a vu qu'il a pu déranger Djeng, le Sénégalais qui joue en NBA, et c'était quand même extraordinaire. Mais nous avons pêché au 4e carton.
encore une fois, parce qu'on n'avait qu'un seul véritable arrière entre-temps. Yannick Zaché s'est blessé justement parce qu'en jouant trop probablement, parce qu'il jouait 3 matchs d'affilée, nos joueurs n'ont plus joué comme ça depuis longtemps et les préparations qu'ils ont fait n'étaient pas, je pourrais dire, adaptées à ce genre de compétition. Et je pense qu'à la suite du retour de ce tournoi de Mozambique, quand il est allé en France, il s'est pété le talon d'Achille. Mais pour revenir à Dakar, nous perdons à la fin. C'est encore, même s'il y a beaucoup plus de joueurs, mais les arrières, Destin Damacha joue trop longtemps et il n'y a personne pour l'accompagner, pour gérer le match. Et on peut voir lors de ce match, on perd de nombreux ballons à la fin, on rate des lancers francs et on oublie, on n'a pas, à cause de la fatigue, on n'arrive pas à prendre les joueurs adverses comme Ndoye, qui nous a marqué 3 fois 3 points et ça a permis au Sénégal de prendre l'avance et de pouvoir nous battre. Et on a pu, avec cette équipe-là, qui était beaucoup plus renforcée d'une certaine manière, on a pu quand même battre le Mozambique et la Côte d'Ivoire pour une deuxième fois. Donc, mais ça se solde quand même avec 3 victoires et 3 défaites. donc pour ce premier tour, si nous essayons de comprendre, donc c'est un problème technique, je peux dire, qui Oui, a posé, en je peux fait, dire, ces je défaites. dirais que c'est une différence de philosophie parce que j'ai eu à échanger avec le directeur technique national de façon assez très ouverte Mhm. et je lui ai fait comprendre que, à mon avis, selon mon point de vue, j'aurais fait revenir des anciens, certains anciens au poste d'arrière, et j'avais cité Antonio Koulumba et j'avais cité François Junior Pewa. Et quand je dis ça, les gens vont dire non, il veut faire venir, je veux son frère. Non, c'est un joueur qui a énormément d'expérience et qui aurait pu, justement, dans les moments aussi cruciaux de la fin, faire la différence. Et de plus, il est toujours bien de faire venir des joueurs de meilleure qualité pour faire une meilleure préparation. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? S'il y a une différence de niveau entre ceux qui sont meilleurs et ceux qui viennent pour la première compétition, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs qui sont meilleurs ne travaillent pas. Ils ne se préparent pas de la meilleure façon, il n'y a pas de résistance. Et Donc, ceux il a qui, laissé aller un peu. voilà. Et Aller un donc, peu. ils ne sont pas au niveau de la compétition. Et donc, c'est là où nous avons péché. Mais ces anciens, pour les appeler, est-ce qu'ils ils jouent toujours? Est-ce qu'ils ils sont. Ça, c'est une bonne question. En parlant avec le DTN, il m'avait fait comprendre qu'il pensait que certains joueurs ne jouaient pas. Mais bon, ça, c'est le rôle de la DTN de vérifier à quel niveau ils jouent. Mais si on peut faire venir un joueur qui évolue à Bangui dans un championnat qui n'a absolument pas de niveau, je pense qu'un joueur, même s'il joue dans un pays où le basketball est beaucoup plus organisé, qu'il a participé déjà à des championnats d'Afrique, même s'il joue dans des clubs qui ne sont pas obligatoirement approbés, le rendement sera certainement meilleur que ceux qui viennent de Bangui. Et je tiens à le dire ici devant tout le monde, je ne suis pas contre les joueurs de Bangui, mais c'est une réalité. Notre basket sur le plan national est tombé. La Ligue de Bangui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était à notre époque, par exemple. Il y a beaucoup de problèmes. La fédération, le basket, et il faut tout recommencer, en fait. Donc, en tout cas, concernant ce qui va se passer au second tour, qui sera joué, je peux dire, au Nigeria, euh, peut-être quel conseil vous pouvez donner avant qu'on puisse aller un peu plus en profondeur du sujet, en préparation, aux joueurs? Bon, mais là, on ne peut plus parler vraiment de préparation. Ils sont à une semaine, on n'a pas commencé notre préparation. Bon, il reste quelques jours, il on, peut y avoir les on changements. a encore une semaine. Déjà, quand on Parce que voit... si je vois bien, c'est du 14 au 16 septembre. Oui, oui, mais déjà, quand on voit la constitution de l'effectif de l'équipe nationale, pas grand-chose n'a été fait pour résoudre le problème dont je parlais. Il y a, au niveau des arrières, il y a Yannick Zaché qui revient. Puis il y a un jeune qui évolue aux États-Unis. S'il peut venir, ce serait une bonne chose pour le Marandais, mais qui n'a jamais joué à ce niveau. Parce qu'on peut bien jouer au jeu dans un championnat ici aux États-Unis à l'université et ne pas bien jouer, par exemple, au championnat d'Afrique. On a vu des joueurs de NBA ne pas produire au championnat d'Afrique. Donc, ou dans des compétitions africaines. C'est un basket qui est totalement différent. Donc, c'est des philosophies différentes. Mis à part le Nigeria qui était venu et qui a dominé. Okay. Souvent, certains pays viennent avec ces joueurs, ne dominent pas obligatoirement parce qu'on sait comment les prendre. Hein, les Nigérians, c'est un autre niveau. Mais on aurait dû, ça c'est mon point de vue et je le répète encore, faire une équipe plus équilibrée. Parce que, comme je le dis, au basketball, il y a 200 minutes qu'on partage entre 12 joueurs. Ce qui se passe, c'est généralement, une équipe est composée de 4 arrières. Donc, 2 meneurs purs, 2 arrières qui peuvent être des shooting guards, et qui peut être ou combo, qui peut être les deux, comme Destin Damachois. Et souvent, on prend même un 5e
qui peut jouer à la fois arrière et qui peut à la fois jouer ailier. Parce que c'est tellement important. Et ces joueurs se partagent le temps. C'est 80 minutes pour les arrières. Et 80 minutes, c'est-à-dire que même si vous avez un Damachois qui joue pour que ça soit beaucoup plus productif et rentable, et le fait que nous jouons 3 matchs d'affilée, le 14, le 15, le 16, donc il faut une récupération physique. Il est bien d'avoir des gens, des meneurs ou des arrières qui jouent 24, le meilleur, celui qui sont les titulaires, peuvent jouer 22 à 25 minutes et les 15 autres minutes sont jouées par les autres, les remplaçants. Et donc, comme il y a deux arrières principaux, donc ceux-là, ils jouent 25 minutes et les deux autres arrières jouent peut-être 12, 13, 14, 15 minutes. Et en faisant cet équilibre, en balançant le temps de jeu, le rendement sera meilleur, on sera moins fatigué, on sera plus efficace en défense, on marquera plus nos lancers francs parce qu'on sera moins fatigué et on sera plus consistant dans l'ensemble du jeu. Et à la fin du match, on ne perdra pas les quatrièmes cartons parce que la philosophie du basketball centrafricain a toujours été de jouer intensément pendant 4 cartons. On ne diminue pas de rythme. On va au premier, on continue au deuxième, au troisième, on essaie de tuer physiquement nos adversaires, d'ailleurs en éliminant les arrières opposés. Et quand on arrive au quatrième carton, les gens s'attendent à ce qu'on soit fatigué. Et bien non, on continue à écraser, à étouffer, à suffoquer, un peu comme les États-Unis. Les États-Unis, techniquement, quand on prend par rapport aux équipes européennes, ils ne sont pas plus forts. Mais la différence, c'est le côté athlétique, physique et la défense intense que les Américains font, qui font la différence, parce que physiquement, les Européens ne peuvent pas suivre. Et le basket centrafricain a toujours été considéré comme, les Centrafricains ont toujours été considérés comme les Américains d'Afrique. Parce que notre basket, c'est un jeu intense, rapide, défensif, avec des tirs en mouvement spectaculaires. C'est ça, la République centrafricaine. Donc, pour le second tour, bon, vous avez la liste, comme vous avez dit, vous avez la liste. J'espère que la sélection a été bien, les joueurs ont été bien choisis. Bon, ils ont pallier un peu à. Ils ont fait des choix, mais au niveau de ce secteur, il n'y a pas. Le secteur vraiment. Le secteur des arrières n'est pas, à mon avis, au niveau qu'il devrait être pour faire la différence, parce que comme je le dis, les arrières servent à gérer le match, spécialement les fins de match. Un ailier peut dribbler, c'est une chose. Un power forward peut dribbler, c'est une chose. Un pivot même peut dribbler. Mais c'est pas pareil de gérer le match. Parce que gérer le match, c'est-à-dire, c'est savoir quand donner le rythme. On va vite, on va doucement, on assure le repli défensif. Par exemple, contre le Sénégal au premier tour retour, les Sénégalais prennent les rebonds et ils sont plus rapides que nous en allant vers notre panier. Et nous, on est plus lent à revenir. C'est-à-dire que les gars sont fatigués, donc on ne retrouve pas nos joueurs, on les recadre pas, et eux, ils tirent à 3 points. Voilà. Mais moi, ce que je voulais revenir là-dessus, là, nous sommes au deuxième tour. Donc, actuellement, dans notre groupe, le groupe qui est le groupe B, nous sommes troisième. Donc, troisième dans le groupe. Oui, troisième de notre groupe. Il y a le Nigeria devant nous, le Sénégal, puis vient nous, et le Rwanda qui a le même nombre de points, mais à cause du goal average, est quatrième. Et vous savez, pendant cette Coupe du Monde, il y a les 2 premiers de chaque groupe qui sont qualifiés d'office, et le troisième, le meilleur troisième des 2 groupes qui passent pour la Coupe du Monde. Et donc, nous, ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir avancer, déjà, il faut qu'on s'assure de gagner au Nigeria nos 2 matchs contre le Mali, le Rwanda, gagner le retour aussi contre ces 2 équipes et voir comment surprendre le Nigeria. Combien de matchs l'autre équipe centrafricaine va jouer? Au deuxième tour, l'aller, on a 3 matchs, mais on a aussi le retour qui se jouera en février. On aura 3 autres matchs, donc ça fait 6 matchs. Sur les 6 matchs, déjà, il faut s'assurer de gagner les 4 matchs-là. Aller-retour contre le Rwanda et le Mali. Ça fait 4 matchs. Maintenant, le Nigeria, c'est un autre animal, comme on peut dire. Parce que le Nigeria vient avec leur armada, tous leurs joueurs de NBA, les amis, nous, les gens de très haut niveau. Et je ne pense pas que nous pourrions battre à Lagos cette équipe du Nigeria, sauf accident, à la maison, qui elle aussi veut vite se qualifier. Donc, si ils pouvaient gagner, eux, ils vont essayer de gagner ce match. Et justement, on joue le 14 contre, je crois, le Mali, si je ne me trompe pas. Le Mali, contre le Mali. Puis, le 15, on joue contre le Nigeria. Et le 16, on joue contre le Rwanda. Et à mon avis... Donc, le Nigeria au milieu. Oui, au milieu. Et donc, ce match contre le Nigeria, la République centrafricaine doit être très intelligente. Ce n'est pas la peine de perdre
de l'énergie dans ce match. Ou des éléments clés. Voilà, il faut jouer classique, gérer le temps, prendre le temps, ne pas se presser sa scène d'aller vite, parce que chaque fois qu'on marquera, ils vont revenir en sens inverse. Donc, le plus de temps on est avec le ballon, le mieux ça vaut. D'ailleurs, ça va les énerver, ils vont vouloir prendre la balle. Peut-être ça nous permettra de faire un match et on ne sait jamais. Mais sur un plan théorique, on ne peut pas gagner ce match et qu'on ne me dise pas que je suis pessimiste. C'est la logique du basketball sur un plan théorique, sauf blessure des joueurs nigérians. Ce match-là, ils vont le gagner. Et ensuite, il y a le retour. Et le match retour, là, tout peut se passer. Waouh! En tout cas, nous espérons vraiment que la République africaine, l'équipe de la République africaine du basketball va un peu rejoindre le cœur de Sud-Africain. Je sais que ce ne sera pas un chemin facile, mais redonner gloire à cette équipe, redonner gloire à ce pays qui faisait parmi les pays plus respectés en matière de basketball dans les années quand vous 80, 90, 70, 80, 90, je peux dire même quand vous étiez encore des joueurs. Bon, parlons des stratégies. En tant qu'ancien joueur, champion d'Afrique, bon, coach... Je ne vais pas donner toute la stratégie des Centrafricains. Non, bon, je ne vais pas donner, mais bon, ce sera public. Bon, mais au moins, avec les équipes que vous venez de dire, Mali, Rwanda, même Nigeria, un peu. Non, je crois que la stratégie dont je vais parler, c'est qu'il faut qu'on se concentre sur le Mali et le Rwanda. C'est deux équipes que nous pouvons battre jusqu'à maintenant. Ça veut faire le paquet en même temps. Ouais, on doit mettre le paquet contre ces deux équipes. C'est là que résident nos chances de pouvoir être meilleur troisième ou, on ne sait jamais, à la deuxième place. Parce que il suffit que le Sénégal fasse, il ne faut pas perdre plusieurs matchs, on passerait devant et à ce moment-là, en gagnant ces matchs-là, on s'assurerait de passer devant. Mais si le Sénégal ne fait pas le faux pas, le Sénégal sera au moins premier ou deuxième dans cette poule-là. Et de l'autre côté, on a quand même l'Angola et l'Égypte, parce que pour le moment, le Cameroun et l'Égypte, la Tunisie est première dans l'autre groupe avec 12 points, le Cameroun a 10 points, l'Angola a 10 points aussi. Mais nous, on a... L'Angola a 10 points? Oui, parce que l'Angola a perdu. L'Angola n'est plus l'Angola d'hier. Ils ont perdu beaucoup de choses, mais comme c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, tout peut se passer. Ils ont de nombreux joueurs qui jouent aussi en NCAA. Est-ce qu'ils vont les avoir? Et on verra bien, mais ils n'effraient plus les adversaires, donc les gens peuvent le prendre. Donc de ce côté-là, cela va déterminer. Pour la troisième place, c'est si ces pays-là font beaucoup de faux pas et que nous on gagne quand même tous nos matchs, on passe. Mais s'ils ne font pas les faux pas, ça va être très 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 difficile. Il faudrait non seulement qu'on batte le Mali et le Rwanda en aller-retour, mais qu'on gagne au moins un des matchs contre le Nigeria. Et à mon avis, ce match serait le match du retour, du deuxième tour retour. Et ça va se jouer où non, je crois qu'ils n'ont pas encore déterminé le tournoi, l'endroit. Ça se jouerait probablement que ça soit au Mali, au Rwanda. Pas trop de... Non, c'est probablement au Rwanda, au Mali ou au Sénégal, qui vient juste inaugurer l'une des plus belles salles, la plus belle salle d'Afrique d'ailleurs. En tant que... En tout cas, je sais que merci pour les stratégies, merci pour les conseils. Bon, en tant que Centrafricain, sincèrement, quelles sont les chances vraiment de notre équipe? Ben, écoutez, c'est ce que je viens de dire. Je pense qu'on a 50% de chances de se qualifier, dans le sens où si on se base sur le classement actuel, le nombre de points qu'on a eu, l'une des chances que nous avons, c'est d'être meilleur troisième. Ça se passe à ce niveau-là. Mais comme c'est le sport, tout est possible. Bon, mais avec les joueurs que nous avons... Ben oui, avec les joueurs... En fait, moi, je suis peut-être un peu inquiet, parce que je dis toujours la ligne d'arrière est tellement importante pour gagner des matchs, spécialement que le basket centrafricain, depuis des années, nous n'avons plus eu à l'intérieur des joueurs tels que Labo Dramanissé ou Bella Richard, François Naouyama, Bruno Kongawe, Gimbongo. À l'époque, il y avait Sanga Barnabé. Il y avait des joueurs à l'intérieur qui faisaient la différence. Donc, nos jeux basés réellement sur nos qualités, à la fois des arrières et des ailiers. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a John Dre Jefferson et Max Zianveni à l'intérieur, Jimmy Djirambay, mais à part Jefferson, les autres ne sont pas de grande taille. Et donc, on perd les matchs pas parce qu'on a des problèmes à l'intérieur.
on perd des matchs parce qu'on n'arrive pas à gérer le match à l'extérieur. Et les gens qui gèrent un match de basketball, ce sont les arrières. Et si ce secteur ne joue pas son plus haut niveau, on ne peut pas jouer. L'autre aspect, c'est il faut que l'équipe nationale, le DTN, la direction technique nationale comprennent que le plus on a des joueurs expérimentés pour jouer, ils n'ont pas besoin de jouer, certains joueurs n'ont pas besoin de jouer 20 minutes. Même s'ils nous donnent 12, 13 bonnes minutes de basketball, je vous dis, ça fait la différence. Moi, je me rappelle, en 1987, je n'étais pas un joueur titulaire. Je jouais 10, 12 minutes. Je jouais mon rôle. D'ailleurs, la demi-finale contre le Mali, je n'ai pas joué une minute. Pourtant, j'avais bien joué contre la Côte d'Ivoire à l'ouverture, j'avais bien joué contre le Sénégal, le match qui suivait, quand on a battu ces deux équipes, j'avais joué contre l'Algérie, j'avais aussi bien joué, mais la demi-finale contre le Mali, je n'avais pas joué. C'était un choix du coach, mais je n'ai pas joué. Mais la finale, j'ai joué une trentaine de minutes, parce qu'il y avait un joueur adverse qui plantait des 3 points, et je suis rentré et j'ai joué mon rôle, et j'ai joué que ce soit sur le plan défensif et offensif. Et donc le basket change, et je crois que c'est l'ensemble de ces choses-là qui ferait la différence. Je vois dans la liste, on parle de Romain Sato, ce serait fantastique si Romain Sato pouvait venir renforcer cette ligne de d'ailier, en fait, parce que lui c'est un shooter, mais c'est plus un ailier qui peut jouer aussi power forward. Bon, il n'a pas joué ces derniers temps, mais son expérience, parce que c'est un joueur de très grande qualité, c'est un grand bosseur, c'est un joueur très professionnel. Les choses peuvent se passer à ce niveau-là. Donc, bon, en tout cas, avant de finir, j'ai une question. En tant qu'observateur, je peux dire, du basketball sud-africain, combien de joueurs comme Romain Sato on a, comme ça, qui est pur talent comme ça maintenant? Non, mais en fait, est-ce qu'on peut le compter? Est-ce que... Non, en fait, comme Romain Sato, on n'a pas deux Romain Sato, des joueurs qui sont aussi professionnels que Romain Sato. On a du talent. Hein, par exemple, ce jeune qui vient d'arriver, Evans Kanapamo, qui a du talent, mais sur l'ensemble des autres joueurs, notre équipe est un peu vieillissante. Mais nous avons du talent en Centrafrique. Le problème du basketball centrafricain, c'est de reconstruire la maison du basket centrafricain. Et ça va demander du temps. Il faut qu'il y ait de la formation. On ne forme plus les joueurs. On ne forme plus les joueurs en République centrafricaine. Il y a un jeune qu'on appelle Kurt... il s'appelle Kurt Weisschneider, qui a du talent, mais qui actuellement évolue dans l'académie NBA qui est aussi au Sénégal, qui est en arrière et qui malheureusement stagne parce que là-bas, il joue contre qui? Il n'y a pas le niveau là-bas n'est pas excessivement élevé, il ne joue pas de la compétition avec des gens de ce haut niveau et ça se voit pendant les compétitions, il n'est pas expérimenté pour jouer au niveau de cette compétition. En réalité, il ne devrait même pas être dans l'équipe, ça c'est mon point de vue. Et ce n'est pas pour le décourager, je pense qu'il faut encourager les gens à travailler pour être en équipe nationale. Je prends mon cas, en 83-85, j'ai participé aux éliminatoires des 2 Afro-Basket, j'ai aidé à qualifier mon pays, mais je n'avais pas le niveau pour être parmi les 12. Et pendant ces 2 championnats d'Afrique, j'étais un observateur, je n'étais même pas dans l'équipe des 12. J'étais 15e joueur, ainsi de suite. Mais ça m'a permis de me remettre en cause pour travailler, pour devenir meilleur. Et en 87, j'ai été aussi champion d'Afrique. Et je crois que dire ça, ce n'est pas décourager l'enfant, c'est le pousser à travailler un peu plus. Parce que des joueurs de son âge, on en a eu qui ont été en équipe nationale. Il y a eu les Donatiens de la guerre, il y a eu, si je ne me trompe pas, des gens qui avaient 19 ans, il y a eu les Mexan Lavo-Drama. On a eu des jeunes joueurs, Cooper Malibangar, un superstar de basketball centrafricain qui était largement dominant, très fort dès le début. On a eu plein de joueurs de ce calibre-là. Fred Goporo lui-même, Fred Goporo qui a été vice-champion d'Afrique en 1980 avec la Sud-Africaine en Angola, qui était un surdoué de son époque, qui était super fort. Donc le problème aujourd'hui, c'est que le basket centrafricain, le niveau est tellement tombé bas et on ne comprend pas qu'il faut réinvestir. En tout cas, il faut investir dans la formation des formateurs, parce que c'est là le principal problème. Mais cette Coupe du Monde, ces éliminatoires-là, sont très importants pour nous.
Parce que souvent les gens disent, oui, on perd le temps, on ne fait pas les U16. Non, on doit faire les U16, les U18, mais ça aurait été extraordinaire si on pouvait qualifier cette équipe-là pour la Coupe du Monde. Parce que qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde, ça veut dire ouvrir le marché mondial au basketball centrafricain. Ça veut dire avoir des sponsors autres que l'État centrafricain, le Comité national olympique centrafricain, et on manque cruellement de moyens. Parce que pour faire une politique de développement du basket, c'est vrai, il faut de l'argent, et ça peut amener de l'argent. Mais l'argent, si on n'a pas de vision, ça va tomber dans un trou et on ne pourra pas revenir au niveau ou redevenir les Bambara du Bazar Bangui que nous étions et qui était respecté de par l'Afrique et craint de par tous nos adversaires. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'être là sur ce plateau aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on a parlé du basketball, plus précisément du rugby sud-africain, l'équipe basketball sud-africain qui va affronter au second tour le Nigeria, le Rwanda et le Mali. Donc, un petit mot à nos joueurs qui nous regardent. Tout à fait. Moi, je suis centrafricain. Et même si des fois j'ai une vision critique de certaines choses qui se passent dans le basketball centrafricain, mais je demeure un Bambara et je suis de tout cœur avec eux pour ces 3 matchs qu'ils vont jouer au Nigeria. Je les encourage à donner du leur au maximum. J'encourage aussi l'encadrement technique, même si des fois je ne partage pas les mêmes points de vue qu'eux, à faire de leur mieux pour faire une meilleure gestion des joueurs, pour obtenir les résultats escomptés. Car en fait, le plus important, c'est que nous représentons un drapeau et nous devons faire de notre mieux pour gagner, en tout cas, ces 2 matchs contre le Rwanda et le Mali, à l'aller. On parlera du retour après, puisqu'on doit se concentrer sur les 2 matchs-là. Et être intelligent contre le Nigeria, c'est pas la peine de se précipiter. Ils sont plus grands, ils seront peut-être plus rapides. Contrairement à ce qu'on croit, ils sont rapides parce que c'est des gars qui jouent tous aux États-Unis pour la plupart. Ils ont fait venir tout le monde. Et oui, tout le monde. L'artillerie carrément. Ouais, ils ont amené toute l'armada. Et donc, ils vont venir en jouant chez eux à Lagos avec leur public, ils viennent dans l'idée de nous taper dessus. Et chaque fois qu'on a des expériences avec eux, ça ne s'est pas toujours bien terminé. La dernière à Abidjan. C'est-à-dire qu'ils ont rappelé notre gloire. Donc, à chaque fois qu'on écoute ce nom-là, c'est que c'est une nation qui veut nous damer le pied. Donc, ils veulent se racheter, qu'on les battait. Exactement. Donc, de tout cœur avec vous, pour les fauves, Bambara. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'être là sur le plateau aujourd'hui, sur Diaspora View. Et nous souhaitons vraiment bonne chance à nos joueurs, à l'équipe nationale, à tous les Africains. Nous espérons et nous croyons en vous. Et nous savons que nous allons le qualifier et donner cette gloire, donner cette joie aux plus Africains que nous attendons depuis des années. Merci de m'avoir interviewé pour cette compétition. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous allez revenir encore nous parler pour le 2e tour. Tout à fait. Je serai là pour le 2e tour. On fera d'abord l'analyse du 1er tour. Et puis on parlera du 2e tour. Pas de problème. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup à vous de nous regarder de loin et de près. Vraiment, merci d'être connecté sur Diaspora View et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.